Un battement de cœur qui s'accélère, oh, vraiment très imperceptiblement. Une petite crispation des muscles. Ouais, tout à fait. Et dans le cerveau, hop, une soudaine décharge de cortisol mélangée à une anticipation dopaminergique. Et tout ça se produit en une fraction de seconde. Juste parce qu'un petit rectangle de verre vient de vibrer sur le bureau. C'est ça. C'est un phénomène fascinant, en fait. Lors de notre dernière discussion, on avait établi que la distraction prend souvent racine à l'intérieur de nous-mêmes, genre comme une fuite face à un inconfort ou à une tâche super difficile. Exactement, les déclencheurs internes. Mais aujourd'hui, notre mission, c'est d'examiner l'autre face de la médaille, parce que le monde extérieur hurle littéralement pour capter notre attention. Bon, décortiquons un peu tout ça. Que faire face aux déclencheurs externes ? C'est une excellente question. Et la littérature scientifique sur le sujet souligne vraiment une asymétrie fondamentale dans notre rapport à nos écrans. Par exemple, l'économiste Herbert A. Simon. Il avait théorisé ça dès 1971. Ah oui, en 71. C'est super tôt. Absolument. Il disait en substance que l'abondance d'informations créerait inévitablement une rareté d'une autre ressource, notre attention. Et aujourd'hui, cette prédiction, c'est notre réalité de tous les jours, quoi. C'est exactement ça. Mais le but aujourd'hui, c'est pas de jeter la technologie par la fenêtre. Ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre la mécanique pour la hacker en quelque sorte. Ouais, de reprendre le contrôle. Parce qu'au fond, un déclencheur externe, c'est pas fondamentalement mauvais si on y pense. Non, bien sûr que non. C'est juste une information neutre à la base. Voilà. Genre, si une alarme sonne pour nous rappeler d'aller faire notre séance de sport, elle crée de l'attraction. Elle nous rapproche de notre but. Exactement. Le stimulus sert la personne. Mais si cette même alarme nous interrompt au beau milieu d'une session de travail profond, là c'est une distraction totale. L'impact physiologique est le même, mais la finalité, elle devient super destructrice. C'est tout le problème. Et pour bien comprendre ça, les textes qu'on analyse mentionnent très souvent le psychologue DJ Fogg. Son modèle postule qu'un comportement ne se produit que si 3 éléments sont réunis en même temps. Ok, lesquels ? Une motivation, une aptitude, donc la capacité d'action, et un déclencheur. Et les ingénieurs de la Silicon Valley l'ont très bien compris. Ouais, ils savent que c'est dur de changer la motivation profonde des gens, alors ils rendent l'action hyper facile. C'est ça, ils réduisent toute friction dans l'interface et ils multiplient les déclencheurs. Donc face à ça, l'analyse propose un filtre cognitif hyper puissant. Ah, la fameuse question de Wendy, la consultante mentionnée dans nos sources. Exactement. Avant de réagir à une notification, la démarche, c'est de se demander « ce déclencheur sert-il ma cause ou est-ce moi qui sers la sienne ?» C'est fou comme question. Ça remet totalement en cause l'autorité de l'objet. C'est un peu comme avoir un chien de garde au final. Un chien de garde, comment ça? S'il aboie quand un voleur essaie d'entrer, il est super utile. Il fait son boulot. D'accord, je vois. Mais si ce même chien aboie au moindre petit coup de vent et empêche tout le monde de dormir dans la maison, là c'est lui qui prend le pouvoir. Il devient le problème. C'est une excellente analogie. Et du coup, la vraie question devient comment on dresse ce chien? Exactement. Et le point de départ logique, c'est l'oublié le plus bruyant qu'on a tous dans la poche, le smartphone. C'est clair. Et la méthode issue de nos analyses, elle est hyper méthodique. C'est pas juste « oh, mettez votre téléphone en silencieux ». Non, c'est une vraie démarche d'épuration. On supprime, on replace, on réorganise et on paramètre. Et pour la réorganisation, l'histoire de Tony Stubblebine est géniale. C'est un ancien de chez Twitter et il a une philosophie de l'écran d'accueil très spécifique. Ouais, j'ai adoré cette partie. Il classe tout en 3 catégories, c'est ça, hein ? C'est ça. D'abord, il y a les outils principaux. Le GPS, l'appareil photo, le calendrier, des trucs purement utilitaires. Ok, la base. Et ensuite ? Ensuite, il y a les aspirations. Ce sont les applications qui nous tirent vers le haut, la méditation, la lecture, ce genre de choses. D'accord. Et la dernière catégorie, celle qui fait mal ? La plus dangereuse, oui. Il les appelle les machines à sous. Ce sont tous les réseaux sociaux, les flux d'actualité infinis. Les machines à sous. L'expression est forte. Elle est surtout très précise sur le plan neurologique. C'est basé sur le conditionnement opérant. Quand on glisse le doigt pour rafraîchir un fil d'actualité, le cerveau attend une récompense incertaine. Comme quand on tire le levier au casino, quoi. Exactement pareil. Et donc, la règle d'or de Stubblebine, c'est de reléguer toutes ces machines à sous très loin de l'écran d'accueil principal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on se contente de juste cacher les applications dans un dossier, au fond, l'envie est toujours là, non ? C'est l'objection classique, oui. Je veux dire, la volonté humaine, ça s'épuise. Si on sait que l'application est juste à 2 clics de là, on va pas finir par craquer de toute façon. Ah, donc on coupe le déclencheur à la racine.
Voilà. En fait, la vue de l'icône colorée, surtout avec la petite pastille rouge, elle court-circuite notre cortex préfrontal. Elle parle directement à notre système limbique, celui des émotions et des pulsions. C'est le fameux déclencheur visuel de Fogg, du coup. Exactement. Donc, en enlevant ça de notre champ de vision immédiat, on élimine l'amorce neurologique. Ouais, et c'est pour ça que la fonction ne pas déranger est aussi essentielle en fait. On la met sans aucun complexe pour bloquer tout le reste. C'est l'idée. La petite friction spatiale qu'on ajoute sert juste à donner quelques secondes à notre cerveau rationnel pour se dire «Attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir ça ou pas?» C'est super malin. Mais une fois qu'on a géré le téléphone, souvent on le pose sur le bureau et là, nos yeux sont rivés sur un autre écran toute la journée. L'ordinateur travaille. Le sanctuaire, normalement. Ouais. Enfin, le sanctuaire qui ressemble parfois à un champ de bataille. L'exemple de Robert Van Els dans le livre m'a vraiment marqué. Ah oui, son bureau d'ordinateur était un désastre absolu. Mais vraiment. Il avait une photo de voiture de sport hyper flashy en fond d'écran et des centaines d'icônes éparpillées partout. Le chaos total. Et sa solution a été radicale. Très radical. Il a tout viré. Il a mis un fond d'écran entièrement noir, avec juste une citation au milieu. Un truc du genre « Ce que nous craignons le plus de faire est généralement ce que nous avons le plus besoin de faire ». J'adore cette phrase. Ouais. Et en niveau fichier, il a tout mis dans un seul dossier, ironiquement nommé tout le reste. C'est génial. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, ça illustre parfaitement la lutte contre le résidu attentionnel. Le résidu attentionnel, c'est-à-dire En fait, chaque icône inutile sur un bureau, c'est pas juste laid esthétiquement. Ça draine une fraction de notre capacité cognitive. vraiment, même si on ne clique pas dessus. Absolument. Le système visuel périphérique le capte et le cerveau l'identifie comme une tâche inachevée. Ça agit comme un vampire cognitif, ça pompe notre bande passante en arrière-plan. Ah ouais, d'accord. Ça explique pourquoi on est parfois épuisé mentalement juste en regardant un écran désordonné. C'est exactement ça. Donc, nettoyer l'espace de travail, ça permet à l'esprit de se concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. Ok, je vois très bien. Mais bon, même avec un bureau d'ordinateur ultra minimaliste, dès qu'on ouvre un navigateur web, c'est littéralement la boîte de Pandore. Ah, Internet. Le vortex absolu. C'est ça. Tu ouvres un article pour une recherche, il y a un lien hypertexte qui a l'air intéressant, tu cliques, et paf, tu te retrouves avec 50 onglets ouverts en même temps. Et c'est là que la règle d'or intervient. Une règle essentielle tirée du texte Ne jamais, au grand jamais, lire un article directement sur son navigateur au moment où on le découvre. Jamais, hein. Mais c'est hyper contre-intuitif. Oui, mais c'est vital, parce que chaque onglet ouvert exploite notre biais pour la nouveauté. Au lieu de céder, il faut utiliser une application de sauvegarde différée, comme Pocket par exemple. Ah, donc on sauvegarde pour plus tard et on ferme l'onglet direct. L'esprit a sa petite dose de dopamine liée à la capture de l'info, mais on n'est pas distrait sur le moment. Voilà, c'est une parade neurologique parfaite. Et en plus, l'auteur explique comment utiliser ça de manière super stratégique, avec le regroupement des tentations. Le multitâche intelligent, oui. Ouais, pouvoir écouter ces longs articles sauvegardés grâce à une voix de synthèse pendant qu'on fait du sport ou qu'on marche en forêt. C'est une victoire totale sur la distraction en fait. Totalement. Mais cela soulève une question essentielle. Parce que sauvegarder des articles, c'est bien, mais le cœur du piège numérique, l'arme fatale des ingénieurs, ça reste les fils d'actualité. Le fameux scroll infini sur les réseaux sociaux. Exactement. Que ce soit sur Facebook, YouTube ou Twitter. C'est conçu pour qu'il n'y ait jamais de fin. Et là, difficile de juste sauvegarder pour plus tard. Eh bien, l'analyse révèle un truc incroyable. On peut modifier l'architecture même de ces sites sur notre ordinateur. Il y a des extensions comme Newsfeed Eradicator ou DFTube qui suppriment purement et simplement le fil d'actualité. Attends, vraiment. Tu peux aller sur Facebook et avoir une page d'accueil vide. Complètement vide, ou remplacée par une citation inspirante. Et pour YouTube, ça masque les recommandations latérales qui nous font cliquer de vidéo en vidéo. C'est dingue. Du coup, tu reprends le contrôle total. Si tu veux envoyer un message à un ami, tu y vas, tu envoies le message et tu repars. Tu n'es plus happé par l'algorithme. C'est le basculement fondamental. On passe de la réaction à l'interaction consciente. On agit par choix. C'est vraiment le coup de grâce aux algorithmes, ça. Oui, parce qu'ils requièrent notre passivité pour fonctionner. Si on modifie notre environnement, ils deviennent impuissants. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas du tout les victimes impuissantes de la technologie qu'on croit être. C'est la grande leçon. Les créateurs de ces applications sont brillants, c'est indéniable, mais leurs algorithmes ne peuvent strictement rien contre une personne qui décide consciemment de hacker son propre environnement. Ouais,
On a le droit et même le pouvoir d'être les hackers de notre propre attention. Exactement. On peut transformer nos écrans, qui sont souvent des maîtres tyranniques, en serviteurs dociles qui répondent à nos vrais besoins. C'est une révolution de notre façon de vivre avec le numérique, en fait. On arrête de subir, on organise notre ignorance face au bruit pour protéger notre concentration, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.